c'est trop. Le carbone est en quelque sorte piégé dans la roche. Ces petites bulles, quand elles sortent, il y a au moins 70 ou 100 degrés de température. Et la nature a des solutions, mais il faut les connaître, les étudier mieux avant de les exploiter. On vient d'arriver en Italie dans l'archipel les îles éoliennes, juste devant l'un des volcans les plus actifs du monde. On l'entend, le Stromboli. Il y a pas mal de monde à bord car on a embarqué avec nous des experts de l'imagerie sous-marine qui sont équipés d'un ROV, un fameux drone sous-marin. Ils travaillent en collaboration avec des scientifiques qui étudient les fumerolles sous-marines. Quand est-ce que tu mets en compte le dispositif de largage? Ah oui, Non. Je lâche. 4, ok. 5, ok. Allez, en plongée, c'est parti. Vas-y, lâche-le. Là ouais. Mais au milieu, non, je sais pas comment. Ok, bah prochain arrêt, 50 mètres. C'est parti, la profondeur est là. C'est vrai que ça commence déjà. Ok, ça y est, j'ai les fumerolles en visuel, on peut... Yes. Bah, il y a encore de la vie, donc elles doivent pas être actives, les premières que je vois. Regarde, juste à droite, là. Tu la vois? J'y vais. À des dizaines de mètres sous l'eau, dans ces colonnes de bulles, des mélanges gazeux très concentrés en CO2. Autour de ces fumerolles, un environnement a priori extrême pour la vie, où des micro-organismes sont ouvriers du carbone depuis des millions d'années. Oh, c'est beau là. Sous la mer et sur la terre, eux survivent là où les volcans tremblent, crachent et dégazent. Autour de ces grands émetteurs de carbone, ces phénomènes chimiques et naturels pourraient bien nous aider à lutter contre le changement climatique. À Vulcano, voisin du Stromboli, les fumerolles ont une réputation sulfureuse. Il n'y a pas que du CO2 là-dedans. Le sulfure d'hydrogène là, c'est fort. Ici, impossible de respirer normalement. Honnêtement, je pense qu'on devrait redescendre. Notre guide, c'est Marcelo. Ceci est un masque à gaz. Il est vulcanologue à l'agence italienne chargée de surveiller l'activité des volcans. Je peux essayer? Bien sûr. Yes. Ça fait du bien là. Ça fait du bien. Marcelo, how much CO2? Combien de CO2 Vulcano émet chaque année? C'est d'environ 160 tonnes par an. Mais à l'échelle mondiale, les volcans rejettent à peu près 300 millions de tonnes chaque année. C'est énorme. Par contre, comparé à ce que les humains émettent avec la combustion des carburants et toutes nos activités, c'est vraiment pas grand-chose. En fait, les volcans, ça représente à peu près 1% des émissions dues à l'activité humaine. C'est dingue. Bon, on risque pas de se faire surprendre par une éruption parce que la dernière elle a eu lieu en 1890. Ici, le sujet principal, c'est le CO2 et d'autres émissions comme le sulfure d'hydrogène. Quelque chose d'inédit est en train de se passer sur l'île de Vulcano. Dernier exemple en date. De la zone rouge jusqu'au port, personne n'est autorisé. En 2021, le volcan émet des quantités tellement fortes de carbone que la situation devient mortelle pour l'homme et tous les êtres vivants.
480 tonnes de CO2 sont dans l'air. Quiconque respire se met en danger. Quand je suis venue pour les chats, je me suis sentie mal et j'ai commencé à respirer très vite. J'ai ressenti ça pendant au moins 1 heure. Trop de CO2 et pas assez d'oxygène dans l'air. C'est trop. Cette situation, la planète la connaît bien. Il y a des centaines de millions d'années, l'atmosphère était hyper concentrée en carbone, rendant toute forme de vie impossible. Les surfaces des volcans sont alors devenues des laboratoires naturels où s'est développé un ingénieux système pour piéger le CO2. En fait, les volcans produisent plein de trucs, des gaz comme le CO2, mais aussi des roches volcaniques. Quand le CO2 est dissous dans l'eau, par exemple dans les nappes souterraines, et qu'il entre en contact avec ces roches, il réagit. Le CO2 change de forme et finit par se transformer en minéraux. Et le carbone est en quelque sorte piégé dans la roche. Dans la nature, ce phénomène prend plusieurs milliers, voire millions d'années. En 2007, on a commencé à développer CarbFix, une méthode qui transforme le CO2 en roche directement sous terre. Mais en Islande, il prend environ 2 ans désormais. On a trouvé un moyen d'accélérer le processus en mixant science et innovation. CarbFix arrive à séquestrer du CO2 depuis une 15aine d'années, mais peine à remplir ses promesses de décarbonation à grande échelle pour le moment. À Vulcano, un autre écosystème attire l'attention des touristes et des scientifiques. Voilà, on est au pied de Vulcano, on est venu observer les fumerolles sous-marines. C'est ces fumerolles qui donnent une couleur si particulière de l'eau et qui crament les pieds. Parce que là, je me suis fait avoir tout de suite, mais je pense que ces petites bulles, quand elles sortent, il y a au moins 70 voire 100 degrés de température. Sous nos pieds, autour des bulles, se trouvent en fait beaucoup de microbes appelés cyanobactéries. Invisible à l'œil nu, leur photo fait pourtant la une des journaux depuis 2 ans. Paola Quattrini fait partie de l'équipe de scientifiques qui étudie ces cyanobactéries stars, surnommées Chonkrus. Bonjour Paola. Bonjour Victorien, bienvenue à Palerme. Ouais. Bon, merci de m'accueillir. Elle est chercheuse en microbiologie marine à l'université de Palerme. C'est un véritable musée ici. Oui. Paola, vous pouvez nous expliquer comment elles fonctionnent ces cyanobactéries? Les cyanobactéries sont comme les arbres sur la Terre. Les cyanobactéries fonctionnent comme les plantes, mais dans la mer. Et comme les plantes, ils utilisent le soleil pour obtenir l'énergie. C'est comme nous utilisons la nourriture pour l'énergie. Eux, ils utilisent le soleil et ils transforment l'énergie solaire en énergie chimique, c'est-à-dire qu'ils utilisent cette énergie pour fixer la CO2. La chercheuse travaille avec l'ONG de sciences collaboratives Two Frontiers Project. Leur ambition ? Trouver des réponses aux grands défis environnementaux dans les écosystèmes les plus extrêmes, comme les cyanobactéries des fumerolles de Vulcano. Les bactéries qu'on vient d'isoler à Baia di Levante, aux Eolie et à Vulcano, ceux de souche qu'on vient d'isoler ont la particularité d'être adaptés à des conditions extrêmes de concentration de CO2, donc acidité de l'eau de mer, et aussi haute température. Donc ils sont beaucoup plus capables de fixer CO2 dans des conditions extrêmes. Et en plus, ils sont plus efficaces dans la fixation du CO2. Certains chercheurs rêvent de voir Chonkrus agir au-delà de l'océan. Cultivés dans des environnements riches en CO2 comme les gaz de sortie d'usine ou dans la conception d'organismes modifiés, optimisés pour la capture carbone. Aujourd'hui, les chercheurs s'activent pour trouver des solutions
industrielle, je suppose, pour essayer d'accélérer les processus de capture carbone? Oui, c'est une possibilité d'appliquer les micro-organismes dans ces domaines, mais la nature a des solutions, mais il faut les connaître, les étudier mieux avant de les exploiter. Il faut laisser faire la nature parce que la nature a des ressources que nous ne connaissons pas. Donc il faut être très prudent dans l'accélération. Bien que prometteur, cet outil naturel à la capture carbone n'en est qu'au stade de recherche. D'ici quelques temps, ce sont bien des microbes qui pourraient nous aider à lutter contre le changement climatique.